Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français en direct de Beijing. Voici tout de suite les grands titres de l'actualité. « 83 personnes ont perdu la vie dans une série d'attentats à la bombe dans un district chiite de Damas, la capitale syrienne. Le Premier ministre népalais effectue une visite de 6 jours en Inde afin de réchauffer les relations entre les deux voisins. La Macédoine et la Serbie ferment leurs frontières méridionales avec la Grèce aux demandeurs d'asile originaires d'Afghanistan. Des échauffourées entre rebelles et soldats du gouvernement font un mort dans l'est de l'Ukraine. En Chine, c'est la fin de la fête du printemps et les transports sont pris d'assaut avant la reprise du travail et des cours. À la une de l'actualité, ce sont plusieurs attaques à la bombe qui ont endeuillé un quartier à majorité chiite au sud de la capitale syrienne, Damas. La télévision d'État syrienne a fait état d'au moins 83 morts et annoncé qu'il y avait eu une explosion à la voiture piégée suivie de 2 attaques de kamikazes. Les attaques ont eu lieu près d'un hôpital. L'Observatoire syrien pour les droits de l'homme, basé en Grande-Bretagne, a fait quant à lui état de 31 morts et de dizaines de blessés. Selon ce même observatoire, il y aurait eu 4 attaques à la bombe. International toujours, le Premier ministre népalais K.P. Sharma Oli est à son 6e jour de visite en Inde pour améliorer les relations bilatérales. La nouvelle constitution du Népal a entaché les relations avec son grand voisin, provoquant même un blocus économique contre le Népal. Monsieur Oli et son homologue indien Narendra Modi se sont rencontrés pour discuter de plusieurs sujets bilatéraux. Le Premier ministre népalais K.P. Sharma Oli effectue sa première visite en Inde depuis qu'il a pris ses fonctions l'an dernier et a tenu des pourparlers avec son homologue Narendra Modi. Les deux hommes ont signé 9 accords dans les domaines de la reconstruction post-séisme, l'amélioration des routes dans la région népalaise du Terai, le transit de produits entre Népal et Bangladesh par un corridor dédié et la coopération au port de Visakhapatnam. Après les pourparlers, le Premier ministre indien a déclaré que le succès de la nouvelle constitution népalaise dépendrait du consensus et du dialogue. Le monde entier reconnaît les progrès du Népal sur la voie de la démocratie et du fédéralisme ces dernières années. Mais ce succès dépend du consensus et du dialogue. Je suis confiant que sur la base de ces principes et à travers le dialogue politique, nous allons résoudre tous les problèmes liés à la Constitution de façon satisfaisante et emmener le Népal encore plus loin sur le chemin du développement et de la stabilité. La nouvelle constitution du Népal a été décidée après le séisme dévastateur de l'an dernier. Toutefois, son introduction a mené à des tensions entre les deux voisins, le Népal ayant refusé de modifier la constitution comme le lui suggérait l'Inde. Le blocus économique imposé par l'Inde a provoqué une brouille diplomatique. Le principal but de ma visite est de lever les incompréhensions qui ont surgi il y a quelques mois et reprendre nos relations au même niveau d'enthousiasme que lors de la visite de Modiji au Népal en août 2014. Les deux pays ont aussi décidé d'intensifier leur coopération entre leurs agences de sécurité afin de combattre le terrorisme. Et dans un effort pour améliorer les relations, 2 points de transit supplémentaires ont ouvert à la frontière afin d'accroître les connexions et favoriser le développement régional. En Europe, la police grecque a déclaré que la Macédoine avait fermé sa frontière au sud de la Grèce aux demandeurs d'asile venant d'Afghanistan et qu'elle autorisait uniquement le passage aux Irakiens et aux Syriens. Les autorités macédoniennes auraient déclaré que la Serbie avait fait la même chose à la frontière avec la Macédoine. Toutefois, la Serbie a déclaré que la décision d'interdire aux réfugiés d'Afghanistan d'emprunter la route des Balkans avait été prise par l'Autriche et la Slovénie. Le ministre serbe du Travail, Aleksandar Vulin, a lui déclaré que la Serbie avait pris cette décision en se basant sur des consultations avec d'autres pays le long de la route des migrants.
La police macédonienne a commencé à restreindre le flux de réfugiés à la frontière gréco-macédonienne samedi dernier en procédant à des fouilles corporelles et en demandant les passeports. En Europe toujours, un soldat ukrainien a été tué dans des échauffourées entre indépendantistes et forces gouvernementales dans l'est de l'Ukraine. L'armée ukrainienne affirme que le soldat a été abattu par un tireur embusqué dans la ville de Marinka, contrôlée par le gouvernement, mais située à une vingtaine de kilomètres de la zone rebelle de Donetsk. L'armée a précisé que la situation le long de la ligne de front était précaire et accusé les rebelles d'avoir violé ces dernières 24 heures la fragile trêve. Samedi dernier, Kiev et les rebelles ont procédé à un échange de prisonniers, et ce pour la première fois en 2016. Le conflit ukrainien a fait des centaines de milliers de déplacés. La plupart ont trouvé refuge en Russie, mais certains se sont retrouvés dans des centres d'accueil de la capitale, Kiev. Aksenia, 11 ans, joue avec des poupées données à un centre d'accueil de Kiev. Sa mère et elle sont arrivées ici l'an dernier, en provenance de Donetsk. Nous avons trouvé du travail et travaillons dur. Personne ne voulait nous embaucher au départ, mais nous avons fait de notre mieux pour trouver des employeurs. Nos enfants ont besoin d'aller à l'école, ils ont besoin de vêtements et de nourriture. Tout ça est un problème pour nous car la vie est si chère. Mais grâce au centre d'accueil, les choses sont beaucoup moins difficiles. Les centres d'accueil de Kiev prennent principalement en charge des réfugiés de Donetsk et Louhansk dans l'est de l'Ukraine. La plupart des bénévoles du centre sont eux aussi originaires de ces régions. Quand je suis arrivée à Kiev de Donetsk, j'ai travaillé ici à plein temps, puis j'ai trouvé un emploi. Je viens ici comme bénévole pendant les week-ends. Je me suis installée ici avec mon enfant de 3 ans, mon mari et mes parents. Nous avons d'abord loué une maison à Kiev, puis nous avons déménagé à Borispil, qui est plus loin d'ici. Quand les premiers réfugiés sont arrivés à Kiev, ils ont dû louer des logements et s'enregistrer auprès des autorités locales. S'ils étaient en mesure de fournir les documents adéquats, ils pouvaient obtenir des provisions auprès des centres d'accueil. Aujourd'hui, le conflit diminue en intensité, les déplacés sont moins nombreux. Mais la situation est loin d'être réglée. L'Afrique perd chaque année des dizaines de milliards de dollars en raison du crime et de la corruption. L'ancien président sud-africain Thabo Mbeki dirige actuellement une équipe d'experts spécialisée dans la lutte contre les flux financiers illégaux en Afrique. Leur objectif est d'attirer l'attention sur ce problème qui coûte toujours plus cher au continent. 1 trillion de dollars. Il s'agit du montant des capitaux que l'Afrique a perdus au cours des 50 dernières années, principalement en raison des activités illégales. Il s'agit à peu de choses près de la somme que le continent a reçue dans le cadre des innombrables programmes d'aide. Selon le panel d'experts des Nations Unies dirigé par l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, les pertes annuelles atteindraient même les 50 milliards de dollars. Les activités criminelles telles que le trafic de drogue et d'humains constituent à elles seules près de 30% des flux de capitaux sortant d'Afrique chaque année. Thabo Mbeki et son équipe étaient cette semaine aux États-Unis pour mettre la lumière sur le coût réel des activités criminelles et de la corruption pour l'ensemble des pays africains, mais également pour faire pression sur la communauté internationale qui doit plus que jamais apporter son aide afin de faire cesser l'hémorragie financière sur le continent. Je pense que nous n'avons plus le temps. Nous devons immédiatement mettre définitivement un terme aux activités de ceux qui se sont enrichis sur le dos de ceux qui ont le moins dans le monde. Lors d'un discours aux Nations Unies, Thabo Mbeki a rappelé l'engagement des dirigeants des pays africains dans cette lutte. Il a par ailleurs ajouté que le continent lui-même était la source du problème et qu'il serait le premier à bénéficier d'une solution réaliste. Les dirigeants du continent africain se sont engagés à prendre à bras le corps ce problème et appellent la communauté internationale à les aider. Mais nous insistons également sur le fait que la lutte doit avant tout être menée à l'intérieur du continent. Cependant, Thabo Mbeki a rappelé que malgré la volonté politique d'agir, les pays africains ne sont pas encore suffisamment dotés d'institutions capables de résoudre le problème au niveau central, notamment sur des sujets relatifs aux systèmes fiscaux, aux taxes douanières, mais aussi concernant l'échange d'informations financières entre les différents pays du continent. Passons maintenant aux actualités chinoises et commençons avec un sujet économique. La Banque populaire de Chine a annoncé qu'elle réaliserait ses opérations d'open market chaque jour travaillé, alors qu'auparavant, ces mouvements ne se faisaient que les mardis et jeudis.
Cette modification signifie que la Banque centrale sera capable de répondre plus fréquemment aux fuites de liquidités du marché. D'après les analystes, cette nouvelle réglementation permet à l'institution bancaire de travailler de façon plus rapprochée avec le marché. Cependant, ces opérations quotidiennes ne signifient pas nécessairement un accès plus facile au financement. Alors que la Banque populaire de Chine s'attache à consolider ses politiques monétaires par des actions telles que des opérations de marché quotidiennes et autres outils permettant d'ajuster la structure économique, cela ne signifie pas l'avènement d'une période de tolérance. Il ne s'agit que d'outils. La Banque populaire de Chine a recours à un outil moderne pour réaliser des ajustements plus précis. L'objectif principal de la Banque populaire de Chine reste la stabilité de sa politique monétaire, l'abaissement des coûts financiers et le développement de l'économie réelle. Mais ce n'est qu'une partie de cette nouvelle qui retient l'attention des marchés des capitaux. Bloomberg fait savoir que le taux de couverture de la provision pour créances douteuses sera réduit à 120%, ce qui signifie que les banques auront plus de fonds à investir. Sans pour autant démentir ces allégations, la Commission chinoise de régulation bancaire a répondu à cette position en disant qu'il n'a pas été fait état de mise à jour sur la réglementation en vigueur. Au cours du 4e trimestre 2015, le taux de créances douteuses des banques commerciales se situe autour d'1,67%. D'après les calculs de Wouwen, dans le cas où le taux de créances douteuses se maintient autour de 2% cette année, une réduction du taux de provision, comme indiqué, signifierait que des fonds additionnels d'une valeur de 150 milliards de yuan seraient injectés sur le marché. La pression de gain sur les banques commerciales sera amoindrie et cela contribuera à stabiliser la performance de certaines banques qui souffrent de la pression des provisions pour risque. En outre, les indicateurs d'activité tels que le ratio d'adéquation du capital des banques commerciales seront plus élevés, ce qui permettra leur développement commercial. Si le taux de provision pour risque réduit, davantage de fonds seront créés pour couvrir les créances douteuses. Les banques commerciales représentent autour de 180% de créances douteuses estimées, soit environ moitié moins qu'en 2014. Le taux était cependant encore beaucoup plus élevé que l'objectif du gouvernement fixé alors à 150%. Mais Wouwen explique que la raison est que les profits des banques ont été plus élevés afin que ces dernières puissent facilement mettre plus d'argent dans les provisions pour créances douteuses. Économie toujours. Le ministère chinois des Finances a modifié vendredi dernier les règles de taxation en matière de transactions immobilières. Le plan est un nouveau geste du gouvernement destiné à relancer le marché immobilier du pays. Il s'agit fondamentalement d'une réduction d'impôts pour les habitations chères et de grande superficie. Pour les nouveaux logements, les taxes sur les transactions demeurent inchangées pour les habitations ne dépassant pas les 140 mètres carrés. Pour les logements plus grands, la taxe est réduite de moitié. S'agissant des transactions sur les habitations existantes, l'on observe d'importants changements. Le changement d'imposition couvre ceux qui ont acheté des logements pour y vivre et non pas les louer ou les céder rapidement. Il n'y aura pas de taxe commerciale pour les ventes de logements existants ayant au moins 2 ans. Cependant, la nouvelle politique demeure discrète alors qu'elle ne couvre ni Beijing, ni Shanghai, ni Guangzhou, ni Shenzhen, les 4 villes les plus chères en termes de prix de l'immobilier. La nouvelle politique entrera lundi en vigueur. C'est à nouveau le grand rush dans les transports en Chine. La fête du printemps arrivant à son terme, la population retourne dans les grandes villes et les étudiants dans les universités. Dimanche, quelques 8 millions de trajets ont été effectués dans tout le pays. Dans le sud-ouest, à Kunming, la capitale de la province du Yunnan, le froid a poussé la population à privilégier le train à la route ou à l'avion. Dans le sud, toujours à Guangzhou, la capitale de la province du Guangdong, des mesures de contingence ont été prises pour faire face à l'afflux de voyageurs. Dans la gare ont été installées plus de 60 machines de vente de billets. Et dans tout le pays, les transports publics voient leurs horaires de fonctionnement rallongés. À Chengdu, la capitale de la province du Sichuan, les billets de train à grande vitesse à destination de grandes villes telles que Beijing et Shenzhen sont déjà épuisés. Il ne reste que des billets pour les trains ordinaires. La Chine a annoncé qu'elle allait investir près de 4 000 milliards de yuan dans les nouvelles lignes de chemin de fer. Cette nouvelle intervient alors que le pic des transports de la fête du printemps arrive à son terme. Selon une proposition des autorités des transports, la Chine va investir au moins 3,8 000 milliards de yuan, soit 540 milliards de dollars, dans la construction de chemins de fer au cours du 13e plan quinquennal, qui est le plan de développement entre 2016 et 2020.
Le chemin de fer chinois s'étend sur 120 000 km. Le plan est de stimuler la construction de chemins de fer pour en faire un réseau de 150 000 km. Le réseau va relier les grandes villes ayant une population de plus de 200 000 personnes et réduire le temps de trajet entre 1 et 8 heures. La Chine a fait l'expérience d'une pénurie de charbon en 2004 en raison du sous-développement du réseau de chemin de fer. Le pays décide vigoureusement de développer son économie. C'est la principale mission du réseau chinois. Le réseau va fournir des garanties de transport pour l'économie du pays. C'est l'avant-garde et l'artère principale de toute l'économie nationale. Beaucoup des ressources de la Chine sont dans le nord-ouest, alors il faut les transporter. Bien que le réseau aide l'économie, il est aussi efficace pour transporter les gens pendant la fête du printemps. Le rush de la fête du printemps est l'occasion d'une forte pression sur les trains rapides. Les gens attendent longtemps. Les TGV ont une grande capacité de transport. Depuis la construction du TGV en 2008, il couvre maintenant 19 000 km et 60% de toute la longueur du réseau. Un projet de train sous la mer de Bohai est envisagé. Le professeur Xi dit que le nouveau réseau aidera les passagers du futur, mais que ce n'est pas la solution ultime pour la fête du printemps. Le gouvernement a besoin d'utiliser une approche plus complète pour résoudre le problème. Deux géants chinois du transport maritime se sont mis d'accord sur une fusion. Après 8 mois de préparation, COSCO et China Shipping Group ont annoncé l'établissement du China COSCO Shipping Group à Shanghai. C'est le plan de fusion chinois le plus complexe. Depuis la crise financière de 2008, l'industrie du transport maritime a été tirée vers le bas et il n'y a pas de signe significatif de reprise. Le Baltic Dry Index ou Index de la Baltique a chuté récemment de plus de 10 000 points à 300 points. De nombreuses entreprises de transport maritime se sont effondrées. COSCO et China Shipping ont également traversé une période difficile. C'est pourquoi ces deux géants du transport maritime doivent travailler ensemble pour traverser l'hiver. La pression de la compétition était à la fois internationale et domestique. Le chevauchement des activités entre COSCO et China Shipping était évident. Ils étaient tous deux dans les transports et la location de conteneurs dans les ports et les pétroliers. Ils étaient donc en compétition entre eux avec les autres concurrents internationaux. Des ressources nationales étaient donc laissées en désordre et gâchées. 4 entreprises au sein de ces deux géants prendront en charge les différents aspects de l'activité. COSCO deviendra une pure entreprise de transport maritime de conteneurs, la 4e plus importante du monde. China Shipping Development se concentrera sur le transport de pétrole et de gaz, ce qui en fera la 2e plus importante dans le monde. COSCO Pacific achètera à China Shipping Container Lines des actifs portuaires et pourra se vanter d'avoir le débit de production le plus élevé de la planète. Cette restructuration va permettre de réduire la concurrence irrationnelle entre ces deux géants qui bénéficieront d'importantes économies d'échelle et pourront se concentrer sur la concurrence internationale. Après la restructuration, la combinaison China-COSCO Shipping prendra une part de marché plus importante et sera capable de devenir une voie dominante dans les alliances avec les autres grandes entreprises de transport dans le monde. L'entreprise aura par exemple son mot à dire sur l'organisation d'une alliance et sur la façon de répartir les voies de transport. Mais pour le moment, le plan de restructuration est surtout un geste d'intention. Le plan de mise en œuvre détaillé n'a pas encore été présenté. Santé pour finir. Pouvoir recevoir des soins médicaux de qualité est un droit universel dans une société développée, mais ce n'est pas encore le cas à Beijing où certains hôpitaux ont été reconnus coupables d'entente avec des tierces parties. Ceci a suscité une controverse et la distribution et l'utilisation de ressources médicales publiques. Cette jeune fille en pleurs a fait un long voyage jusqu'à l'hôpital de Gwanghwamun à Beijing pour se faire soigner une infection à l'estomac. En arrivant, elle a découvert qu'un rendez-vous qui coûte 300 yuan était vendu par des intermédiaires pour 4500 yuan, 15 fois le prix officiel. Refusant cette solution, elle a passé 24 heures à faire la queue sans pouvoir obtenir de rendez-vous. Sa vidéo est devenue virale sur Internet. Beaucoup d'internautes se sont pris de sympathie pour cette jeune fille
et ont avoué que ce genre de choses était courant. Les autorités ont pris acte et adopté de nouvelles mesures. À l'hôpital Tongjen, spécialisé en ophtalmologie et en ORL, les rendez-vous sont organisés. Nous avons fixé un plafond. Une fois qu'il est atteint, nous organisons des rendez-vous pour ceux qui n'ont pas pu en prendre. Le quota pour le département ophtalmologique est de 700 personnes. Le reste des patients obtiendra un rendez-vous pour le jour suivant. Dans cette maternité de Beijing, il existe des mesures adaptées aux femmes enceintes. Celles provenant d'autres hôpitaux et souhaitant faire un bilan de santé n'ont pas à faire la queue. La question fondamentale est l'adoption d'un système de soins multiniveaux à Beijing. D'ici la fin de cette année, nous allons annuler les rendez-vous non urgents dans les hôpitaux gérés par la municipalité et le gouvernement. Il s'agit d'une réforme majeure. Nous allons servir le peuple avec Internet et le téléphone. Nous allons former des gens qui aideront ceux qui n'ont pas pu obtenir de rendez-vous en ligne ou par téléphone. L'objectif est d'envoyer les personnes souffrant de maladies bénignes vers des établissements de niveau local afin de permettre aux personnes ayant des troubles graves d'obtenir les services dont ils ont besoin. Cette année, les médecins de rang supérieur cesseront d'accorder des consultations aux patients venant de l'extérieur et ne verront que les patients qui leur seront envoyés par d'autres médecins. C'est ainsi que s'achève ce journal. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans une demi-heure pour une nouvelle édition d'Afrique Info. A tout de suite sur 6TV Français.